Pas tellement plus que vous. Vous avez été nombreux à participer au groupe de travail qui ont constitué les pistes pour le quatrième plan maladie rare. Il y avait quand même 15 groupes de travail. La filière Sophie est là, était très bien représentée aussi comme pilote, très active. Et donc on a un résultat qui est très dense. On a eu le document définitif par nos deux personnes qualifiées il y a à peu près 3 semaines, de ce qu'on appelle nous le document long. Et moi, je dois faire le tour de tous les différents bureaux, puisque la mission maladie rare que je pilote, elle agit un peu en transversalité pour piloter le plan en interministériel avec le ministère de la Recherche, mais sur le terrain, on s'appuie ce qu'on appelle les bureaux métiers. Donc on a vu à la DGS, il y a le bureau du médicament qui travaille beaucoup pour les observatoires des traitements. Et donc on doit s'appuyer sur ces bureaux métiers pour qu'ils valident tout ce qui a été mis dans les groupes de travail du PNMR4. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup de mes collègues étaient dans les groupes de travail. Et l'autre jour, par rapport au traitement, ce qui était le bon signe, c'est que la DGS, en relisant ce qui avait été mis par nos deux personnes qualifiées, ont vraiment retrouvé ce qui avait été dit dans le groupe de travail et ont dit vraiment, voilà, ça correspondait à ça. La slide suivante, vous la connaissez, mais c'est simplement, évidemment, je ne vous ferai pas l'article de ce que c'est une maladie rare, mais simplement pour bien avoir en tête qu'on est quand même avec une révélation qui va être presque 3/4 des fois en pédiatrie. Donc, il y a quand même ce poids-là. Il y a l'accompagnement aussi des parents, ça fait partie des objectifs que l'on a. Évidemment, nos maladies rares qui sont très souvent multisystémiques. Et on a toujours un temps d'errance, je dirais, qui est incompressible, mais qu'il va falloir quand même qu'on réussisse à faire descendre. Et donc, je vais vous présenter des mesures potentielles pour le quatrième plan maladie rare, où on voudrait travailler mieux l'amont du centre de référence. Ce n'est pas tellement quand il arrive dans le centre de référence, mais avant, comment on fait pour réduire ce temps avec les spécialistes en ville, avec les médecins traitants, pour pouvoir orienter le plus vite possible vers les spécialistes. Donc évidemment, les plans, vous les connaissez, vous en avez bénéficié. C'est simplement, je le rappelle beaucoup à l'Europe, cette structuration, c'est que beaucoup de pays européens nous envient pour cette solidité qu'on a. Une première visibilité il y a 20 ans avec une labellisation des centres experts. Il y a 10 ans, la mise en place de filières de santé maladie rare. Et il faut savoir qu'à l'Europe, je vous parlerai du groupe du projet Jardin qui vise à implémenter des politiques maladies rares dans chaque pays de l'UE. Nos modèles avec des filières de santé maladies rares sont vraiment mis en avant et il y a toute une réflexion pour avoir le même modèle dans les autres pays de l'UE de façon à faciliter le lien avec les centres HCP, les centres de référence qui sont déjà labellisés ERN. Et puis, il y a eu également la Fondation Maladies Rares qui aide beaucoup, qui est toujours présente aussi et qui donne l'impulsion avec son club POC et puis pas mal d'autres initiatives. Et puis la BNDMR qui vraiment a été renforcée, lancée il y a 10 ans et qui commence vraiment à être de plus en plus solide pour pouvoir répondre à vos questions. Et le troisième plan maladie rare, nous avons mis en place des plateformes d'expertise maladie rare. C'était important d'avoir aussi la granularité au niveau des territoires pour pouvoir travailler mieux l'amont des centres de référence maladie rare. Donc dans le quatrième plan maladie rare, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer, porter. Vous avez vu que ma slide est au conditionnel, donc je ne suis pas encore là à vous dire que le plan est sorti. Et puis, il faudra pour ça une réunion interministérielle qui valide le PNMR4. Donc là, on a pris, je dirais, sans doute un petit peu de retard au vu des derniers événements. Donc, il y a quand même une mesure qui sera dans le quatrième plan maladie rare. Il n'y a aucun problème de dire que on va financer l'augmentation du nombre de centres. On a labellisé 28% de centres en plus. Notre objectif était d'avoir une granularité aussi plus fine. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que nos centres de compétences maladies rares
pour beaucoup, était vraiment montée en qualité, en termes de recherche, etc. Et donc, je dirais que cette augmentation de plus 28% de centres s'appuie sur le fait que des centres de compétences sont passés constitutifs. Ça, c'est également important à avoir en tête. Je dis ça sur deux sujets. C'est que ces nouveaux centres financés, il y a juste un point d'intention, c'est qu'une labellisation, ça part vite, ça va vite, 5-6 ans. Et le côté le plus stringent, c'est la recherche. Et la recherche, c'est ce qui prend le plus de temps. Et ce qui est demandé à un centre constitutif, coordonnateur, c'est d'être PI, pas au niveau local, mais vraiment un projet de PI au niveau national qui embarque d'autres centres. Et ça prend du temps. Donc c'est simplement pour vous dire, mettez-vous déjà en mort de marche pour la prochaine labellisation sur ce volet recherche. Ça, c'est important. Et pour les nouveaux potentiels, c'est pareil. Les centres de compétences, si vous voulez devenir dans 5-6 ans centre constitutif, il faudra avoir des projets, des publications en premier et dernier auteur et un projet comme PI ou 2 projets si vous souhaitez être coordonnateur. Donc on voit que cette dynamique est importante. Ce qui est intéressant chez Fava Multi, et c'est surtout la slide d'après qui est intéressante, c'est que vous avez une projection avec de nouveaux CRMR coordonnateurs. Alors, ces personnes n'étaient pas inconnues. Je vois Isabelle Quéré, qui était déjà constitutive d'un centre qui était déjà identifié. Mais ce qui a été porté par la filière, c'était de donner une meilleure visibilité à des pathologies qui étaient vraiment spécifiques et qui étaient relevantes, qui étaient tout à fait, qui pouvaient rentrer dans une coordination nationale en propre. Et donc c'est ce qu'on a vu avec ces 2 nouveaux CRMR coordonnateurs. Donc je dirais que ce travail de labellisation a aussi un impact pour la filière Fava Multi, pas qu'en termes de plaquettes et de publier des choses, mais quand même, très certainement, dans la façon de travailler, dans la façon d'organiser les groupes de travail et les groupes thématiques. Donc ça a une répercussion aussi, et donc c'est vraiment lié à, je dirais, la première action phare du 4e plan maladie rare. Dans le timing que l'on a, c'est qu'il y a des choses déjà sur lesquelles on peut s'appuyer. Toutes nos actions, si on veut qu'elles soient déployées, elles ont besoin d'être ce qu'on appelle RIMées. Il y a une réunion interministérielle, puisqu'on a un plan interministériel. Donc on a eu une première réunion à Matignon fin février, qui a permis déjà de valider le fait qu'on accompagnait financièrement l'augmentation de ces nouveaux centres. Donc il a fallu, et on nous a validé le fait qu'on avait 36 millions d'euros en plus dans notre budget par an pour pouvoir financer les nouveaux centres. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Il y a eu un communiqué de presse, vous pouvez vous y retourner. Dans ce communiqué de presse où il y a eu 5 ministres présents, puisqu'on a aussi maintenant l'industrie, il y avait Roland Lescure aussi, on a Valtou, on a la recherche, on avait 2 ministres pour la santé, travail, santé et puis santé et prévention. Et donc c'est important, ils ont aussi souligné l'importance des réseaux européens. Dans ce communiqué de presse, ils ont souligné l'importance d'être actifs au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est aussi une reconnaissance de ce travail que la France fait au niveau européen. Et on a la chance, il y a Vaskern, mais on a aussi 5 autres centres ERN maladies rares, plus un cancer rare. Donc la France pilote 7 ERN sur les 24 existants. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous, de cette reconnaissance. Donc on a des mesures qui sont financées par le PLFSS. Donc on avait été chercher l'année dernière ces fonds supplémentaires. Et puis on a le pilotage du plan qui a missionné 2 personnes qualifiées pour porter des actions nouvelles dans le plan. Ce qu'on attend dans la perspective, j'avais mis un point d'interrogation là pour une deuxième RIM. A priori, on n'aura pas de nouvelles réunions interministérielles avant les élections, avant la publication d'un nouveau gouvernement. Donc c'est sans doute ce qui arrive. Donc on va avoir un décalage dans le temps sur la droite, mais notre plan maladie rare est suffisamment porté quand même politiquement pour... pardon ? Ah, oui, pardon. Dans le temps, j'avais malheureusement pas pensé à ça.
Donc voilà, donc on espère un lancement quand même du PNMR4 à la fin de l'été. Notre ministre s'était engagé à l'été, donc on espère en septembre, mais évidemment vous pensez bien que moi je l'espère beaucoup, mais c'est pas parce que moi je l'espère et que vous l'espérez qu'on sera complètement sûr de l'atterrissage. Mais bon, voilà, en toute transparence, voilà où on en est. À la fin de cette chronologie, on a aussi quand même, c'est important, la labellisation des filières. Donc c'est important d'avoir ça en tête. On va sans doute revoir un tout petit peu l'appel d'offres, pas pour les maladies et le nombre de filières, mais on souhaite renforcer la partie Europe dans les filières et qu'il y ait un lien. Alors chez vous, c'est tout naturel, Vaskern et Favamulti, forcément, mais ce n'est pas le cas dans toutes les filières et on pense que c'est vraiment important d'avoir quelque chose de plus solide vis-à-vis du soutien, je dirais, de la filière pour les HCP. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment on peut peut-être mieux aider les HCP. On a parlé tout à l'heure, Sylvie l'a très bien dit, des documents qui sont pas du tout liés à vos pathologies, mais qui sont en inter-filière autour de la qualité. Donc il y avait vraiment un fonds commun documentaire qui peut vraiment se travailler en interfilière. Donc je pense que c'est important de le signaler et il y a un lien là-dessus avec les plateformes d'expertise maladies rares à faire sur le terrain parce que c'est là où il y a les centres de référence maladies rares et les HCP. Donc par rapport à nos groupes de travail, donc Sophie était dans l'accès au traitement et l'innovation. Je pense que Lyon porte beaucoup ce sujet-là et on voit que l'équipe avec Laura qui est aussi à Lyon, il y a une dynamique quand même importante lyonnaise sur ces traitements et cette innovation, mais qui embarque après tout le monde. On avait le côté parcours de vie, parcours de soins, toute la sensibilisation ville-hôpital. Ensuite, tout l'accent sur l'axe diagnostic. Là aussi, Lyon avec Alexandre Bello, qui était aussi dans la partie recherche des assises de pédiatrie. Donc il faut aussi faire des ponts avec ce qui est ressorti des assises de pédiatrie, mais dedans, on a aussi le lien avec le plan France Médecine Génomique, la phétopathologie avec Sylvie Audan qui coordonnait ce groupe, parce que la phétopathologie est en difficulté. Comment on fait pour que notre plan maladie rare soutienne vraiment nos réseaux de phétopathes? C'est aussi un enjeu important. Toute la partie formation, notamment les nouveaux métiers, les bioinformaticiens et autres, les conseillers en génétique. Comment on fait pour que les conseillers en génétique aussi soient plus associés et participent au centre de référence maladies rares, toujours sur la supervision du généticien, parce que les textes sont écrits dans ce sens-là, mais et on voit que toujours à Rennes, il y a un très beau travail entre les généticiens et les centres de référence pour pouvoir déléguer, je dirais, du temps de conseiller en génétique par rapport à des groupes de maladies. Donc ça, c'est aussi des réflexions. Et puis le dernier point qui était sur les données de santé, les maladies rares et les biobanques, quelque chose qui n'apparaissait pas tellement dans le 3e plan maladies rares, mais qui nous a semblé extrêmement important de reporter. Et donc les 2 personnes qualifiées ont souhaité vraiment continuer à ce qu'on garde une attention marquée pour les maladies rares, de travailler sur l'errance diagnostique, de faciliter les procédures. Il y a aussi des questions autour de fluidifier, faciliter, rendre de façon plus automatique certains documents. Et puis soutenir, et c'est pour ça que l'industrie maintenant fait partie des ministères qui portent le 4e plan maladies rares. Il y a dans les sociétés françaises de biothérapie, un tiers de ces sociétés de biothérapie ont dans leur portefeuille des sujets maladies rares. Et donc, comment on fait pour avoir une filière biothérapie innovante française qu'on peut porter au niveau européen et soutenir au niveau international. Donc voilà les 4 axes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez la BNDMR tout à l'heure, donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, simplement pour vous dire que ce qu'on a repéré pour le 4e plan dans la BNDMR, c'est aussi le fait on a tout un travail sur la collecte des données de santé. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle pour pouvoir lire automatiquement. C'est un sujet que Guillaume a beaucoup porté depuis longtemps, utiliser un algorithme, et la BNDMR a un projet ANR là-dessus,
depuis le troisième plan, lire le dossier patient informatisé pour pouvoir remplir automatiquement Bamara, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être soutenu dans le quatrième plan maladie rare, après validation. L'idée de vraiment regrouper. De plus en plus, la BNDMR travaille avec les bases de données et les registres existants, donc avec ce qui existe déjà chez Favea Multi, comment on fait pour coordonner avec la BNDMR des éléments, et notamment au niveau de l'Europe. Et ça, c'est ce que l'on fait aussi avec notre projet Jardin. Et puis, tout un lien aussi qui a été repéré sur mon espace santé. Donc simplement, je vais aller vite, mais c'est pour les mesures qu'on porte. On essaye d'aller chercher les financements. Il y a déjà des financements qu'on a déjà. On souhaite porter dans la mesure 3, renforcer tout ce qui va être autour de la formation, l'information. Et dans la formation, c'était tout ce qui va être DPC, la formation continue. C'est quelque chose qui est compliqué. Les filières, je dirais, à chaque fois se heurtent à des difficultés d'avoir des formations qualifiantes DPC. Et nous, on a un bureau à la DGOS qui s'occupe du DPC. Donc l'idée, c'est si on a un groupe de travail bien formalisé, on va mettre les gens de ce bureau dans notre groupe de travail de façon à pouvoir avancer sur ce point-là qui est un point dur. Donc il y aura besoin de financement également supplémentaire. On a toute la partie BNDMR pour pouvoir déployer et renforcer la qualité aussi des données qui sont rentrées. On a l'illustration pour réduire le coût de la collecte de données, ce que je disais, par rapport à un outil et favoriser l'interopérabilité. L'idée, c'est que les médecins et les professionnels autour n'aient pas à rentrer 2 fois les données, mais qu'une seule fois suffit pour pouvoir alimenter ensuite différentes bases de données. Et là, c'est le sujet par rapport à l'intelligence artificielle et ce projet de recherche de la BNDMR pour lequel on attend beaucoup de résultats. Toujours dans ce maillage territorial, on met l'accent sur les plateformes d'expertise maladies rares avec un soutien renforcé. En revanche, on va sans doute un peu plus les border, je dirais que dans le sens où l'idée c'est d'avoir une labellisation, d'avoir un peu un set de données minimum que ces plateformes pourraient apporter. Et dans ce set de données minimum des plateformes, il y a très certainement, Bamara, des moyens pour collecter des données sur site, notamment pour les centres de compétences maladies rares. On les a déjà budgétisés depuis l'année dernière de façon supplémentaire pour avoir vraiment un accompagnement pour les centres de compétences. Il y a tout le fait de penser aussi le repérage médecine de ville, médecine à l'hôpital, et penser aussi le lien avec les adultes. On n'est pas focus que sur la pédiatrie, et comment on met en place la télémédecine, téléexpertise dans des lieux, je dirais, isolés, et la place des infirmières de liaison, de coordination ou IPA aussi, pour pouvoir mieux faire ce lien ville-hôpital. On sera toujours dans un soutien de l'ETP, on garde ça, donc on est toujours, on réorganisera des jurys par la DGOS. Ce sera moins lourd pour les filières, mais ça nous permet, les filières, le fait de, on a pu avoir un tuilage grâce à vous, et donc c'est très bien, cet argent n'était pas perdu. On va pouvoir réenclencher nos appels à projets. Et puis, il y a aussi tous les sujets autour de la pérédance, la place des associations, des aidants, dans tous ces sujets. Et puis, soutenir la politique de l'UE au sein de notre pays et inversement. Donc, faciliter le regroupement des données. Je pense que cet après-midi, la BNDMR en parlera. C'est vraiment aussi partager les données qu'on a collectées au niveau national et de pouvoir remplir les registres européens maladies rares. Donc ça, c'est important aussi de faire ce lien et de faciliter cette saisie. Par rapport à la partie diagnostic, le second axe, l'idée, on a parlé tout à l'heure des laboratoires. On souhaite vraiment renforcer cette collecte des données, renforcer le lien avec la e-prescription, savoir aussi, ça nous a été remonté par Véronique Pakis, qui est laboratoire à Nice, le fait que parfois il peut malheureusement y avoir des diagnostics posés en laboratoire et qui finalement ne sont pas remontés ou disparaissent. Il y a parfois des trous dans la raquette, et le fait de faciliter, je dirais, entre le laboratoire de biologie et le centre de référence pour pouvoir faire remonter tout de suite l'information, le diagnostic, c'est quelque chose qui sera
développer dans le 4e plan maladies rares, on le souhaite en tous les cas, et donc renforcer cette interopérabilité, et puis faire le lien, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport aux VUS et aux variants de signification inconnues, le lien avec le plan France Médecine Génomique et le CAD. Donc là aussi, il faudra organiser tout cela. On l'a écrit sur le papier, mais il y a ensuite un temps pour pouvoir que ce soit effectif. Donc l'idée, c'est vraiment de regrouper les différentes sources de données. La BNDMR apportée pour pouvoir faire un lien avec le plan France Médecine Génomique. On a autre chose que le set de données minimum, mais on a aussi un set de données maintenant génétique qui pouvoir expliquer les parcours de la donnée aussi sur cet angle-là. Et puis, on a aussi souhaité porter dans ce 4e plan maladies rares l'intégration de cela dans des écosystèmes. Alors, pas le diagnostic génétique, clairement, ça peut être très touchy dans le DMP, enfin ce qu'on appelait avant le DMP, mais dans l'espace de données de santé, tant que la personne n'a pas été informée, il pourrait y avoir un risque, je dirais, de court-circuitage qui serait quand même, qui n'irait pas. Mais après, peut-être que si la personne le souhaite, elle, c'est son dossier de toutes les manières, donc elle peut-être mettra d'elle-même ce résultat de diagnostic génétique, mais ça c'est à sa main, je dirais. Par rapport aux thérapies, on a parlé du griot, donc je ne vais pas mettre en compte. Je vais au contraire dire qu'on soutient plus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Laura, ce qu'elle a présenté, c'est notamment le set de données minimum traitement. Il faut savoir que si vous passez pour ce set de données minimum traitement, de collecte de données en vie réelle, de quelque chose qui est facile à remplir, qui n'est pas une usine à gaz, ce sujet-là a été construit avec la commission de transparence. Donc on a un feu vert, vert foncé de la commission de transparence si on s'appuie sur des sets de données minimum traitement qui ont été construits avec les BNDMR. Et il y a un très joli projet en ce moment avec l'attaque Siegfried-Reich, et le laboratoire est donc passé par ce set de données minimum traitement. Et les cliniciens, j'ai été à la journée Brain Team et ils sont absolument ravis du résultat parce que c'est accessible par Bamara sur votre logiciel à l'intérieur de l'établissement, et c'est quelque chose qui est relativement simple. Et il y a eu un recrutement des patients vraiment exponentiel et facilité grâce à cet outil disponible du set de données minimum traitement. Donc maintenant on a des pilotes et qui ont vraiment vu le bénéfice de ce set de données minimum traitement. Donc notre objectif, c'est aussi de renforcer ces observatoires des traitements, à la fois du côté des filières, mais aussi du côté du griot, parce que vraiment ce travail est remarquable et extrêmement inspirant. Je pense que beaucoup d'autres maladies seraient sans doute contentes d'avoir ce lien avec vraiment une coordination avec aussi les autorités type ANSM, HAS, etc. Ce qui est la force, je pense, des maladies rares. On souhaite aussi collecter les données des patients avec des patientreporter.com. C'est quelque chose qu'on va aussi développer. Et renforcer aussi la pharmacovigilance, puisque grâce à ce set de données minimum traitement, on aura un accès facilité pour demander des cadres de prescription compassionnelle, de collecter des données pour des produits qui sont hors AMM, mais justement le fait de renforcer la pharmacovigilance, et c'est un travail qui sera fait avec l'ANSM, pour avoir un lien direct en cas de problème, de pouvoir le faire remonter tout de suite. Donc ça fait aussi partie du sujet. Donc on est sur ce set de données minimum traitement, bon, mais les slides vous les aurez, le PUTRD qui a été développé, et puis on finit par toujours la collecte des données. Donc on a depuis l'année dernière énormément aidé avec plus de 7 millions d'euros donnés aux filières et aux plateformes d'expertise maladies rares pour des recrutements d'architectes. Alors ce que je dis toujours, c'est que ces architectes, ils sont à la base, ils sont là pour aider pour le remplissage de Bamara dans les centres de référence et puis surtout les centres de compétences. Quand Bamara est bien rempli, ces architectes, ils peuvent aider pour les autres bases de données. Donc ça, c'est le message. Donc je sais que vous avez d'autres bases de données. Je le dis à chaque fois et à chaque évaluation de filière. On est aussi là pour être dans la souplesse. On avait aussi Radicaux, avec des bases Radicaux. Si le job est fait pour Bamara, moi, il n'y a aucun problème pour que le temps de cet arc serve aussi pour des cohortes de recherche. L'idée, c'est qu'on veut renforcer la qualité de la donnée, donc on va mettre un peu de souplesse, et c'est ce qu'on fait aussi.
Donc voilà, l'idée aussi, c'est de notre mesure jardin, c'est de faciliter le circuit des données entre le national et l'Europe. Guillaume est toujours très actif et très présent à nos réunions mensuelles. Je ne sais pas comment il fait, mais vraiment merci Guillaume, parce que je dirais que tous les ERN français ne sont pas forcément toujours là, mais Guillaume est toujours là, donc merci. Donc j'espère que vous pourrez bénéficier aussi de ce travail-là pour faciliter l'envoi des données entre le national et le registre européen ou vos registres européens. Et puis, on a aussi l'idée de collecter un portail d'information des collections biologiques. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir les orphacodes dans ces collections d'échantillons biologiques pour pouvoir retrouver facilement où sont ces échantillons biologiques et pour quelle pathologie. Donc voilà l'avant-dernière SIAL pour notre projet pilote jardin. On s'appuie déjà sur 4 ERN qui ont été repérés, mais en fait, en ce moment, la BNDMR a ouvert cela à beaucoup d'autres ERN, et donc on a aussi un appel à d'autres ERN s'ils souhaitent travailler ce chaînage entre le national et les bases européennes. Il n'y a aucun problème. On a commencé en février, on a 3 ans, donc on va faire le lien. Et puis tout à l'heure, le lien avec mon espace santé, j'en ai parlé. Il y a le système national des données de santé, on a le Health Data Hub. Il y a déjà des France cohortes et des bases, notamment les cohortes du 3e plan maladie rare, l'action 3.2, qui sont abritées dans France cohorte. Donc il ne faut pas oublier ce lien, la BNDMR, et puis comment on fait après avec les registres. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations, je suis absolument désolée, mais c'est beaucoup de plans, beaucoup d'actions. Le PNMR 3, c'était 55 actions, donc forcément, le PNMR 4, il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Et encore, je vous ai porté la partie DGOS, mais vous n'avez pas eu là la partie ministère de la Recherche, PEPR, maladies rares, dont ils sont en train de discuter, l'AIS aussi, qui souhaite porter des actions maladies rares. Donc il y a encore tout ce volet à mettre dans le PNMR 4. On en reste sans voix. Oui. Première question. D'abord, moi, pendant que la question arrive, je voudrais te remercier au nom de tout le monde parce que je pense que tu es quand même très efficace dans le fait de récupérer ces 34 millions supplémentaires. 36. 36. Ah, pardon, ça 36 compte. millions. Ah non, 36. On voit que c'est toi qui l'as fait, tu ne te trompes pas. Eh ben, quand même. Ils ont été gagnés. Donc je pense que vraiment toute la communauté tire bénéfice de ton action. Ah, et donc, merci. C'est plus une question d'écoute. Parce que c'est plus une question d'écoute et c'est une question d'alerte qui a été remontée par les filières à partir du moment où on a commencé à réfléchir à la nouvelle labellisation des centres. Nous, on était un peu naïfs en disant à partir du moment où le centre remplit les critères de la labellisation, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas constitutif ou coordonnateur. Et il y a eu plusieurs filières, dont Eric Achula pour FAI2R, qui tout de suite a alerté, donc il y a plus de 2 ans, en disant « Ok, c'est bien gentil, mais si vous avez plus 28% de centre, ou enfin je ne sais pas combien de pourcentage de centre, mais si on n'a pas négocié l'enveloppe, on va aller dans le mur. Disons que les premiers centres historiques, ils vont avoir 30% de moins. » Et donc c'est quand même, ça a cheminé dans notre tête, et donc on s'est dit avec Vincent, oui, il faut, et heureusement qu'on l'a fait l'année dernière et pas cette année, parce que cette année ça aurait été compliqué. L'année dernière, on s'est dit, il faut qu'on ait un accord du cabinet déjà pour suivre. Et donc on a eu heureusement un courrier de Nicolas Revel en octobre 2022, donc ça va faire bientôt 2 ans, où il a alerté sur ce risque de perte de financement pour les centres si l'enveloppe n'était pas augmentée. Donc nous, on a tout de suite fait une note au cabinet qui a dit « Ok, si on accompagnera du montant qui va bien l'augmentation du nombre de centres ». Et en mai, quand on a vu qu'on avait effectivement plus 28% de centres, on avait cette validation du cabinet et donc on était en priorité 1 pour qu'avec la mesure ONDAM, on puisse faire passer. Mais ça avait demandé 8 mois de tractation pour aller chercher et faire valider. Donc c'est ça qui est important. Merci pour les tractations. Ouais. Pour les 8 mois. Merci beaucoup pour votre exposé, Dominique Stéphan, Strasbourg. Je vous posais la question du positionnement des plateformes d'expertise, je dirais locales ou situées au niveau des établissements, qui manifestement ont un rôle transversal à travers les maladies rares d'aide, notamment au remplissage de la base de données Bamara.
Vous avez évoqué dans votre exposé l'augmentation de 28% du nombre des centres de compétences, ce qui a fait automatiquement... De centres en tout, de centres pas que en tout, compétences. ce qui a provoqué quasiment automatiquement la réduction de la dotation des centres Non. pour... Justement, grâce à l'argent supplémentaire, la dotation n'a pas été diminuée. Non, elle a été Alors, augmentée de 36 millions d'euros. Alors, je m'exprime mal. Alors, je vais simplifier ma question. Il y a réduction de l'aide de la filière des centres pour le remplissage Bamara. Il y a eu une réduction très importante cette année, expliquée par l'augmentation du nombre des centres de compétences pour lesquels, moi je me l'explique comme ça, il faut donner aussi de l'argent. Et à cette occasion-là, je me suis tourné vers Julie, vers Guillaume, pour la filière Multifava, pour la filière des centres Marfan et maladies rares et anomalies vasculaires périphériques. Nous avions une dotation de 10 000 euros que nous partageons avec d'autres centres de compétences de la filière et d'autres maladies rares pour financer un poste de tech. La réduction a été, il y a eu réduction très, très importante de la dotation de la filière, ce qui ne nous permet plus de pouvoir financer cette tech. Et donc, je me suis tourné vers la plateforme d'expertise maladies rares en Alsace, à Strasbourg, qui est dirigée par Madame Dollfus, et qui m'a dit que compte tenu du nombre des centres de compétences du centre hospitalier dans lequel je me trouvais, et il était impossible pour elle d'imaginer d'aider comme ça spécifiquement. J'ai l'impression d'être dans quelque chose qui finalement qui est une sorte d'impasse, c'est-à-dire que cet outil essentiel dont nous avons besoin, c'est-à-dire l'aide au remplissage de Bamara, va être mise en difficulté par le défaut de financement des techniciennes d'essais cliniques que nous utilisons, que nous employons et que nous finançons pour faire ce travail qu'il me semble difficile en tant que clinicien de faire. Il y a sans doute des moyens, il y a des ponts entre les logiciels hospitaliers informatiques et le remplissage de Bamara, mais ça ne marche pas automatiquement comme ça. Ça peut s'améliorer. Ma question était la suivante. Comment faire pour résoudre cette problématique du financement? Alors, je pense que vous vous doutez que je ne vais pas pouvoir vous répondre complètement. Enfin, moi, c'est des propositions. Nous avons donné des moyens supplémentaires en fin d'année dernière à toutes les plateformes d'expertise maladies rares pour qu'elles soutiennent les centres de compétences maladies rares. On l'a bien dit que c'était pour les centres de compétences maladies rares. Après, effectivement, on voit bien la difficulté, je comprends ce que Hélène a pu partager, c'est-à-dire qu'un site où il y a beaucoup de centres de compétences, finalement, a peu de financement, mais il a beaucoup de centres, et il y a, en fonction de certains centres de compétences, il peut y avoir des files actives aussi qui sont importantes, parce que la base, c'est 25 patients par an, mais en fait, certains ont beaucoup plus que 25 patients par an. Donc nous, on fait un travail là de relecture avec chaque filière de santé maladies rares pour voir, parce que les filières de santé maladies rares ont eu aussi des moyens en plus sur cette MIG Architect et qu'on a donné en fin d'année. Ensuite, par rapport aux dotations des filières, certaines filières, et c'était sans doute là-dessus, par rapport au budget des filières, elles ont aussi, en propre, elles peuvent prendre sur leur budget de fonctionnement pour payer ces architectes. Je pense que des cotes qu'il y a eu cette année exceptionnelle, c'est qu'il y a eu, les filières ont une part variable de financement qui est sur les rentrées de données dans Bamara. Et que là, il y a peut-être eu, après la labellisation, un petit fléchissement, enfin je ne sais pas, qui fait que il y a eu la filière a eu un peu moins. Donc c'est sans doute par souci d'économie qu'il y a eu moins sur votre poste à Strasbourg. Mais il y a aussi un travail en interfilière à faire, et c'est tout le travail qu'on fait en ce moment, c'est qu'il n'y a pas forcément des postes qui peuvent être que pour
un seul centre, on a des filières qui travaillent ensemble. Et par exemple, Oscar, Andirard et Déficience mutualisent des postes pour pouvoir avoir ces architectes. Alors ça ne peut pas se faire sur les 23 filières parce qu'il faut que l'architecte soit capable quand même de bien connaître la pathologie pour la rentrer correctement. Mais cette idée d'interfilière nous semble une piste intéressante pour pouvoir vous donner des moyens. Voilà. L'aboutissement de cette idée interfilière, ça s'appelle la plateforme. Non, pas complètement, parce que ce n'est pas les mêmes moyens. Mais après, si certaines filières préfèrent que l'argent soit envoyé sur la plateforme, nous, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'idée, c'est de... Mais il faut anticiper. C'est-à-dire que si on veut bien suivre l'utilisation des moyens, je pense qu'il faut quand même que les filières, en amont, certaines se regroupent entre elles, de façon à être certain que le tech qui a été recruté à Strasbourg ou ailleurs fasse le travail pour les 3 filières qui ont travaillé ensemble. Il ne soit pas utilisé pour faire autre chose. Donc ça, il y a quand même besoin de suivre à quoi l'argent va être utilisé et pour qui, et que ça correspond bien à la filière d'origine. Et les plateformes sont censées aider aussi. Mais elles ne peuvent pas tout faire. Les plateformes, elles ont moins de moyens que les filières. Et en gros, ce qu'on leur a donné pour l'instant, et pourtant ça représente 7,5 millions d'euros, hein, ce qu'on leur a donné, le tout, c'est 1 ou 2 postes. Donc 1 ou 2 postes quand tu as... 25 centres de compétences maladies rares, c'est un peu compliqué. Donc il y a besoin de panacher entre la filière et la plateforme. Nous, on n'a que 92 centres de compétences. Oui, ben c'est ça, ça fait beaucoup. Mais il y a des filières où il y a beaucoup plus. Marie, c'est énorme. Bon, enfin voilà, donc on a eu une diminution. En fait, il y a un sous-jacent à ça, il y a une petite discussion qu'on aura bientôt quand on sera évalué sur le nombre de patients qui ont été rentrés, qui est considéré comme étant en diminution par le ministère, ceux avec le quoi on n'est pas forcément tout à fait d'accord. Mais donc c'est ça en fait le problème. Donc on discutera. Bien aborder avec Bamara avant. Aussi. D'autres questions, oui. On a exactement les mêmes problèmes et on a un problème de lisibilité, c'est-à-dire que quand on interroge nos responsables en fait hospitaliers, on a l'impression qu'ils ont reçu quand même une enveloppe, un financement, auquel en fait chaque centre de compétences, soit celui de notre filière ou d'autres filières, a du mal à atteindre en fait ces financements pour avoir du personnel pour faire les saisies dans Bamara. Et quand on dit on va essayer de mutualiser, comme vous dites, sur différentes filières, il n'y a rien qui se passe. Ça fait 1 an qu'on essaye d'avoir des moyens mutualisés et on n'y arrive pas. Donc est-ce que vous avez réfléchi au fait de conditionner le versement des aides sur les établissements, donc on est vraiment beaucoup plus bas là dans l'arborescence. À l'effectivité. Parce que nous c'est... En fait, donc le fait qu'on donne autant pour les architectes, c'est relativement récent. Hein, ça date de octobre 2023. Je parle pour les aides au centre de compétences. Vous êtes sur un centre de compétences ou un constitutif ? Bon, les centres de compétences ne sont pas financés, donc il n'y a que indirectement qu'on peut vous aider par le biais de ce qu'on peut apporter pour les arcs et tech. Donc c'est relativement récent. Ce qu'on va faire, c'est que là, en juin, on travaille avec les 23 filières, avec une relecture de ce qui s'est passé depuis l'année dernière sur comment ils ont utilisé leurs fonds et sur le terrain, les difficultés à la limite que les centres de compétences peuvent avoir rencontre. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Et nous, en septembre, on fait ce même travail de relecture de l'utilisation des fonds avec les 19 plateformes de l'Hexagone et les 4 Outre-mer. Donc de toutes les manières, on leur demandera un fléchage de suivi, comment ils ont utilisé ces fonds. Et comme avant, on aura eu le travail avec les filières, on a quand même en miroir, normalement, il faudrait que ça se réponde correctement. Après, pour les centres qui sont financés, les constitutifs et les coordonnateurs, pendant longtemps et au début du 3e plan maladie rare, il y a eu des grosses tensions sur les centres qui n'avaient pas de visibilité, cet argent qui n'arrivait pas, certains sites où il y avait des charges qui étaient ponctionnées à 50%, donc quand même difficile. Et donc nous, ce qu'on a mis en place vraiment dans le 3e plan maladie rare, c'est qu'on a à chaque circulaire un courrier qui est signé par notre directrice générale
et qui détaille ligne par ligne ce que le centre va recevoir. Ça, c'est lors de la première circulaire. Et après, chaque filière, ce qu'elle a comme dotation, etc. Et on suit, nous, ces budgets, et on souhaite vraiment, et quand il y a des problèmes, Guillaume avait pu, il y a 2 ans, faire remonter un problème sur le terrain, eh bien, je dirais que les filières savent nous trouver, et on organise de façon informelle une réunion avec la direction hospitalière, et on met le sujet sur la table. Ça aide aussi à débloquer des situations. On va prendre une dernière question, et puis après, je vous propose qu'on continue autour du café, parce que... Je n'entends pas, je suis désolée. Comment peut-on Et vous contacter venez d'où? directement? Je croyais que j'avais une voix qui portait. Nous avons Mais je suis un peu sourde. Pardon. Le centre d'Amiens et le centre de Lille, nous avons exactement les mêmes soucis que nos collègues de Nantes et de Strasbourg. Et le problème, c'est que nous n'avons pas, et justement, vous venez de donner une des solutions, nous n'avons pas d'accès direct. En tout cas, nous n'avons pas d'interlocuteur. Est-ce que vous pourriez nous donner Alors vous, c'est plus compliqué. Parce que vous êtes à Amiens, c'est ça? Et Lille, Amiens. Lille, c'est moins compliqué. Ils ont une plateforme, la plateforme Maladies Rares, la Plémara. Oui. Donc là, en plus, il y a 3 filières de santé maladies rares qui sont en ligne. L'interlocutrice, c'est Eva Pires. Madame Pires, oui, voilà. Tout à fait. Et qui est la même pour Amiens. Qui est la même pour Amiens. Aussi. Voilà. Le souci d'Amiens, c'est le problème qu'on va rencontrer aussi, je dirais, à Foch, à la Fondation Rothschild, c'est qu'on a repéré, il va falloir voir comment on va faire dans le 4e plan maladies rares, on a quand même des établissements qui sont un peu orphelins de plateformes d'expertise maladies rares. Cognac-Jet, ce sera pareil. Et donc ça, c'est quand même un trou dans la raquette, je trouve. Comment on fait pour que ces hôpitaux qui sont loin de la plateforme d'origine puissent quand même bénéficier des moyens qu'on donne en temps de ARC et TEC. Donc pour Amiens, il va falloir qu'on travaille ce sujet-là, mais aussi pour les autres établissements. Donc faire un lien avec Plémara, c'est sûr. Et dans ce qu'on porte pour le 4e plan maladies rares, comme on veut mieux structurer ces plateformes, je pense que dans le set de données minimum qu'on demande, à la fois Bamara, soutien au centre de compétences, ça fera partie des obligations, et le lien aussi avec des hôpitaux qui ne sont pas forcément le CHU, mais qui sont en périphérie, et que ça fera partie de ce qu'on leur demande en contrepartie du financement qu'on va leur donner.